Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Maurice Soudieck-Dione. Maurice Soudieck-Dione est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Monsieur Dione, bonjour. C'est encore une fois un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Bonjour Baye Oumar. Je vous remercie de m'inviter à cette émission. Et je salue tous les auditeurs de Sud FM Sen Radio. Alors, Maurice Soudieck-Dione, l'actualité reste dominée et marquée par ces pluies diluviennes, des pluies enregistrées ces dernières 48 heures et qui n'ont pas été sans dégâts. Les Sénégalais pataugent dans les eaux, des familles chassées de leurs maisons par les flots, des rues gorgées d'eau, des quartiers inondés et des ponts emportés, le trafic routier impraticable, le réseau d'assainissement hors service, tel est le décor un peu partout dans le Sénégal. Alors, Maurice Soudieck-Dione, Diouf, Wade, maintenant Macky Sall, aucun d'entre eux n'a pu venir au bout des inondations. Alors, dites-nous, Maurice Soudieck-Dione, avec le recul, dites-nous quel est véritablement le problème. Je crois que c'est des problèmes structurels que pose la question des inondations. Il est vrai que le président Sall a mis en place le programme décennal de gestion des inondations, PDGI, 2012-2022, qui mobilise 750 milliards. Et ce projet-là vise une amélioration de la connaissance des zones d'inondation, un relogement des populations sinistrées, la planification, l'aménagement des villes et un important aspect relatif au renforcement de la résilience des villes et aussi la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Mais je crois que fondamentalement, sur des questions essentielles, je crois qu'il faut se ramener à l'autorité de l'État par rapport à l'urbanisme, par rapport à l'habitat, par rapport à l'assainissement et par rapport à l'aménagement du territoire. Parce que aujourd'hui, il faut que l'on mette en place des dispositifs et qu'on fasse respecter la loi sur le statut des zones inondables et des zones à risque qui doivent être préservées de tout lotissement. Il faut également, sur le plan de l'aménagement du territoire, qu'on voit que Dakar est en train d'étouffer, qu'il y a une concentration humaine, économique, tel qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à fonctionner comme cela et cela interpelle l'État au premier chef par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à la valorisation des terroirs de l'intérieur, parce que littéralement Dakar est à bout de souffle et c'est ce qui explique cette pression foncière, cette pression humaine, cette pression sociale sur l'habitat qui fait que on est dans des situations où les problèmes liés aux inondations et à d'autres problèmes et à d'autres situations d'habitat, d'assainissement, d'urbanisme posent les problèmes que l'on sait. Il y a aussi un autre aspect, un aspect de civisme, de sensibilisation, d'information des populations, mais aussi de sanctions par rapport à tous les comportements qui sont de nature à créer de telles situations. Pour nous résumer donc, problèmes structurels liés à l'autorité de l'État, aux problèmes structurels liés à l'urbanisme, à l'habitat, à l'assainissement, problèmes structurels également liés à l'aménagement du territoire pour développer les terroirs de l'intérieur et désengorger Dakar pour régler de façon définitive ces problèmes récurrents d'inondation. Oui, vous l'avez dit, Maurice Soudieck-Dione, beaucoup de fonds mobilisés. Oui, je dis que c'est parce que c'est des problèmes structurels et que si on ne règle pas structurellement ces problèmes, on est dans une dynamique de récurrence des inondations. Et régler ces problèmes structurels nous amène à relire pratiquement tous les problèmes du Sénégal par rapport à Dakar. Dakar qui aujourd'hui étouffe littéralement et littéralement asphyxié et que cette pression, cette surcharge à la fois humaine, sociale, économique sur la capitale fait qu'on a des situations difficiles de cette nature-là qui nous amènent à repenser l'aménagement du territoire, à repenser l'assainissement en partenariat avec tous les acteurs impliqués pour remettre en avant l'autorité
de l'État, autorité dans le sens de faire appliquer la loi d'une part, mais autorité également dans le sens de l'information, de la formation et du civisme par rapport aux populations. Je crois que c'est cela qui constituent les orientations structurelles, les orientations majeures par rapport à la gestion des problèmes de l'inondation. Oui, vous l'avez dit, c'est un problème qui ne date pas de maintenant. Oui, aujourd'hui, chaque année, ce sont les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui fait défaut? Un problème, vous l'avez dit, structurel, mais au-delà de ce problème structurel, il y a une absence de vision de ce point de vue. À qui imputer finalement cette responsabilité, cette lourde responsabilité? Cette lourde responsabilité incombe aux tenants du pouvoir. C'est vrai qu'il est essentiel, qu'il est nécessaire de mettre en place des programmes, mais ces programmes-là ne peuvent pas réussir si cela n'est pas adossé à une vision, à une politique d'aménagement du territoire. Encore une fois, parce qu'il y a un moment où tout simplement la situation devient ingérable, parce que la surcharge humaine, économique, sociale, démographique sur la capitale devient intenable. Et je crois que Dakar a atteint ce seuil-là. Et cela ne sert à rien d'être dans le colmatage, dans les rafistolages, et qu'il faut des solutions de rupture, des solutions radicales, des thérapies de choc pour développer l'intérieur du pays, pour faire respecter la loi, pour informer, sensibiliser les populations par rapport à ces fléaux. Oui, vous l'avez dit par rapport à ces fléaux, des familles qui sont chassées de leur maison par les flots, des rues gorgées d'eau, des quartiers inondés. Que vous inspire ce décor finalement? C'est vrai, c'est un décor accablant, c'est un décor regrettable parce que c'est des conditions de vie très très difficiles, extrêmement difficiles en cette période d'hivernage. Et je crois que l'État doit essayer de venir en aide de façon ponctuelle à ces populations-là pour trouver des solutions d'urgence. Mais au-delà de ces solutions d'urgence, il urge également, dans le cadre d'une politique globale d'aménagement du territoire, d'assainissement, d'urbanisme et d'habitat, de voir dans quelle mesure trouver des solutions idoines, définitives par rapport à ces problèmes récurrents d'inondation. Oui, par rapport à ces problèmes récurrents d'inondation, dites-vous, est-ce que ce ne sont pas là aujourd'hui les vrais sujets? Les vrais sujets parce que cela fait 20 mois de concertation nationale. Quel enseignement tirez-vous de ce dialogue? Ce dialogue national devenu par la force des choses un dialogue finalement politique. Alors voilà, rattrapé par les inondations. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting en termes de choix des sujets? Bien entendu, le dialogue national, de mon point de vue, nous renseigne effectivement sur les carences de la démocratie sénégalaise, puisque nous avons eu un président de la République qui a remporté l'élection présidentielle avec 58,27% des voix, et on se retrouve à dialoguer alors qu'il aurait dû dérouler son programme. Et cela nous renseigne sur les défaillances de la démocratie sénégalaise au niveau de la régulation normative, c'est-à-dire la capacité d'édiction de règles équitables de la compétition politique, notamment avec toute la controverse qu'il y a eu relativement à l'imposition du parrainage, et aussi des défaillances au niveau de la régulation discursive, c'est-à-dire la confrontation d'idées et d'idéaux pour trouver des compromis dynamiques, constitutifs, d'autant de solutions effectives et efficaces par rapport aux problèmes qui se posent. Il y a aussi une autre carence de la démocratie sénégalaise qui est liée à la cristallisation autour des enjeux de conquête et de conservation du pouvoir. Or, par rapport à ces questions relatives au processus électoral, à des règles acceptables et acceptées par les différents acteurs, il y a, comme qui dirait, une sorte de pathologie endémique de la manipulation antidémocratique des règles du jeu, avec une sophistication constante des stratégies.
comme on peut le noter dans l'évolution politique du Sénégal. Parfois, c'est des manipulations matérielles, parfois des manipulations temporelles avec les découplage des élections, prolongation du mandat des députés, comme ce fut le cas sous le président Wade, tentative avortée de baisser le seuil de la majorité à 25%, qui a fait naître le mouvement du 23 juin, fermeture du jeu avec l'imposition du parrainage pour faciliter la réélection au premier tour du président Sall. Et avant cela, la répartition des députés en faveur du scrutin majoritaire départemental, et qui a fait que Benno Bokk Yakaar, en 2017, lors des élections législatives, s'est retrouvé avec 125 députés tout en étant minoritaire, avec 49,47% des voix. Alors, donc finalement, un bilan à mi-parcours a été déposé. Alors, dites-nous, Maurice Soudieck-Dione, êtes-vous satisfait aujourd'hui de ce bilan qui a été déposé? Je crois qu'il faut avoir une appréciation mitigée. Dans le principe, il faut déplorer que la démocratie sénégalaise pose tout le temps les mêmes questions qui reviennent: processus électoral, audit du fichier, un éternel recommencement, une entreprise permanente de construction-déconstruction avec ses effets pervers et pernicieux sur la stabilisation et l'institutionnalisation de la démocratie. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des points positifs par rapport à ce volet du dialogue national qu'est le dialogue politique, notamment l'élection du maire au suffrage universel, la répartition des sièges en faveur de la liste proportionnelle, par rapport à la liste majoritaire, 55-45, et la suppression du parrainage. Je crois que c'est des avancées qu'il faut saluer. Alors, nous en venons un peu au point d'accord. Il y a les points d'accord entre opposition et le parti au pouvoir, notamment l'audit du fichier électoral par des experts indépendants, l'évaluation du processus électoral ainsi que de l'élection des maires au suffrage universel direct, la suppression du parrainage pour les élections locales. Alors, dites-nous par rapport à ces avancées, quelle analyse en faites-vous? Oui, par rapport à l'élection du maire, je crois que c'est une bonne chose que dès l'instant qu'il y a l'ouverture de la campagne, qu'il y ait la tête de liste, puis qu'on puisse savoir effectivement qui sera maire en cas de victoire. Ça, ce serait une bonne chose parce qu'autrement, il peut y arriver qu'il y ait un maire peut-être qui n'est pas forcément attendu par les populations. Sur la suppression du parrainage aussi, je crois que pour les élections locales, je crois que c'est une avancée significative parce que le parrainage allait inclure une complexité telle dans l'organisation des élections locales que celle-ci aurait pu être perturbée de telle sorte que cela pourrait entacher la transparence et la régularité du scrutin. Donc de ce point de vue-là également, c'est une avancée qu'il faut saluer. Également, cette répartition de la liste proportionnelle permet une meilleure représentation des différentes forces politiques en présence lors de ces élections locales, et je crois que cela participe d'un relèvement et d'un renforcement de la démocratie. Oui, vous avez parlé là des points d'accord. En revanche, aucun compromis, Maurice Soudieck-Dione, n'a été trouvé sur la question du cumul du statut de chef de l'État et chef de parti. En plus, il reste encore à discuter plusieurs points, dont la question de l'organisme qui sera en charge d'organiser ces élections. Oui, là aussi, quelle réflexion? Oui, je crois que la question du cumul de chef de parti et de chef de la cumul des fonctions de chef d'État et de chef de parti politique est une question qui a traversé depuis très longtemps le landerneau politique sénégalais. L'article 32 de la Constitution du 7 mars 1963 disposait déjà que la charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction
fonction publique ou privée, même élective. Le président Abdou Diouf a constamment violé ces dispositions jusqu'en 1996, quand il a confié les rênes du Parti socialiste à Ousmane Tanor Dieng. Abdoulaye Wade qui arrive dans l'opposition, qui arrive au pouvoir, qui dans l'opposition avait constamment critiqué ce cumul des fonctions de chef d'État et de chef de parti, eh bien, se taille un article sur mesure, c'est l'article 38. La charge de président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective, assemblée nationale ou assemblée locale, et avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée rémunérée. Alors, le dernier alinéa de l'article vient remettre tout en cause. Toutefois, précise cet alinéa, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ou d'être membre d'académie dans un des domaines du savoir. Donc, ce qui était interdit sous Diouf devient en quelque sorte constitutionnalisé sous Wade avec l'article 38. Et quand le président Sall arrive, il trouve cette disposition qui laisse dans le corpus constitutionnel, même s'il avait promis la rupture, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie, la rationalisation des pouvoirs du président de la République qui sont exorbitants et qui constituent un danger pour les droits et libertés, même s'il a signé sans réserve la charte des assises nationales et englouti 700 millions de nos francs dans la Commission nationale de réforme des institutions, au final, pour ne faire aucune réforme sérieuse concernant l'hyperprésidentialisation du régime politique sénégalais. Il faut dire qu'on ne peut pas être à la fois chef d'État qui travaille pour l'ensemble des générations présentes et même des générations futures, et être un chef de clan, de parti, de coalition et de coterie, car dans ces conditions, on ne travaille pas dans l'intérêt du pays, mais on ne fait que perpétuer un système prédateur et clientéliste qui enrichit une infime minorité et appauvrit l'écrasante majorité. Alors, vous avez parlé quand même des points de désaccord. Des points de désaccord, mais encore aujourd'hui, le point qui nous revient, c'est le statut du chef de l'opposition aujourd'hui. Le débat est en cours, d'aucuns sont pour, d'autres sont contre. La question doit être tranchée par le chef de l'État. Cela, de ce point de vue, oui, quelle réflexion? Cela vous inspire quoi? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème. On a un problème par rapport à l'opposition au Sénégal. Lorsque l'article 58 de la Constitution dit que l'opposition a le droit de s'opposer à la politique gouvernementale, ce qui est une lapalissade, ce qui est une aberration constitutionnelle. Parce qu'on a tout un titre 2 de la Constitution de la République qui liste de façon solennelle, de façon généreuse et de façon dithyrambique tous les droits et libertés que l'opposition doit exercer pour jouer pleinement son rôle dans une démocratie. Donc, rappeler dans la Constitution que l'opposition a le droit de s'opposer, je crois que déjà ça nous renseigne sur notre culture ou notre déficit de culture démocratique, parce que Abdoulaye Wade, qui a fait 26 ans d'opposition, lorsqu'il est arrivé, il s'est illustré par ses manœuvres de pression, de persécution et de répression de l'opposition. Lorsque le président Sall arrive, sa déclaration, c'est de dire qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc, il faut que nous interrogions notre culture démocratique et non pas être dans des sortes de faux semblants, d'être dans une sorte d'inflation normative qui ne règle pas les vrais problèmes. Aujourd'hui, la situation sanitaire, la situation politique est telle que le statut du chef de l'opposition n'est pas une priorité. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt pour le pays. Et que aujourd'hui, on parle de sommes astronomiques qui seront confiées au statut au chef de l'opposition. Donc, c'est comme si on se partageait les deniers de l'État entre pouvoir et opposition. Cela me semble malsain et ne va pas dans le sens de renforcer la démocratie, parce que ceux qui dirigent doivent être là pour servir et non pas pour se servir. Oui, alors oui, il y a deux camps qui se dégagent. Il y a un camp justement pour Idrissa Seck, un camp qui opte pour le candidat présidentiel qui arrive
en seconde place, c'est-à-dire qui se range derrière le président, du moins élu, je veux parler de Idrissa Seck, et il y en a qui pensent que la question doit être tranchée à l'Assemblée nationale, et là, c'est le PDS, le Parti démocratique sénégalais, qui passe premier. Finalement, qui a intérêt à une telle question dans un contexte pareil? Oui, moi je crois qu'il faut replacer, c'est des tiraillements entre forces politiques en présence. Mais le problème de fond, me semble-t-il, c'est de régler la question du financement des partis politiques. C'est ça la question de fond. Et cette question de fond du financement des partis politiques doit être réglée par rapport à des critères objectifs de représentativité des partis politiques. Et sur la base de ces critères objectifs de représentativité, il est possible, il doit être possible et il est souhaitable, il est même bénéfique puisque le pouvoir émane du peuple en démocratie, que la représentation parlementaire soit le lieu à partir duquel ces critères-là sont définis pour un financement public et transparent des différents partis politiques selon leur surface de légitimité démocratique. Oui, en démocratie, vous l'avez dit, celui qui gagne gouverne, celui qui perd s'oppose. Aujourd'hui, comment justement analysez-vous le rapport de force sous l'angle de l'opposition, par exemple? Comment analysez-vous le rapport de force? Oui, on a comme l'impression qu'il y a une opposition tombée en pamoison. Peut-être que la crise sanitaire est passée par là également, mais cela n'explique pas tout. Vous voyez des leaders qui, par exemple, Idrissa Seck, qui est arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle, est resté à fond depuis lors. Qu'est-ce qui explique ce silence prolongé? Pour quelqu'un qui ambitionne de diriger le pays, ça pose un problème. Alors, en dehors d'Idrissa Seck, pratiquement, il y a très peu de leaders politiques qui s'activent. Il y a peut-être les leaders du Congrès de la Renaissance démocratique qui font ce travail-là. Il y a aussi Ousmane Sonko qui, tant bien que mal également, cherche à exister sur l'échiquier politique, mais globalement, on ne sent pas véritablement une opposition, mais encore une fois, peut-être que c'est lié à la situation sanitaire particulière. Oui, à la situation sanitaire particulière. Alors, un autre sujet qui est débattu, vous l'avez dit par rapport au débat entre le statut du chef de l'opposition et le statut aussi du parti de l'opposition aussi également, c'est des questions qui sont évaluées. Aujourd'hui, comment analysez-vous justement de façon globale la classe politique aujourd'hui? La classe politique par rapport aux préoccupations auxquelles les populations sont confrontées. Oui, le fonctionnement des partis politiques face aux préoccupations des populations, que vous inspire l'homme politique d'aujourd'hui? J'ai l'impression que l'homme politique sénégalais, en tout cas ceux qui s'activent dans les partis politiques, sont plus intéressés, comme je le disais tantôt, par des considérations d'ordre électoraliste. Et je crois qu'il faut sortir de cette dimension, de cette fermeture électoraliste du jeu politique. Parce que cela constitue un danger, ça veut dire que ce qui les intéresse, c'est seulement le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est un instrument de transformation qualitative et positive de la société. Donc, il est bon de savoir ce qu'on va faire du pouvoir quand on va y accéder. Et de ce point de vue, il est important d'être présent au niveau des populations pour mieux connaître les problèmes et par rapport à ces problèmes-là, articuler des propositions de solutions. Mais si on est seulement dans une logique de recherche de pouvoir, de strapontin, de fonctions, de sinécure et autres, une partie essentielle de la démocratie est laissée en rade, c'est-à-dire cette démocratie, cette conception maximaliste de la démocratie qui en fait un instrument de promotion et de protection des droits et libertés, mais également un instrument porté vers l'épanouissement matériel et moral des populations. Alors, vous l'avez dit, le dialogue politique en cours, les sujets qui y sont développés, il y a les préoccupations des populations, il y a la Covid-19, mais également les inondations. Mais aujourd'hui, comment analysez-vous la posture incarnée par le chef de l'État, aussi bien pour les préoccupations auxquelles les Sénégalais sont confrontés,
santé, je veux parler de la Covid-19, je veux parler également des inondations, je veux parler également des questions liées à l'éducation. Vous avez vu la grève des greffiers. Alors, justement, qu'est-ce que cela vous inspire, cette posture incarnée par le chef de l'État? Oui, c'est une posture qui est difficile et délicate parce qu'en réalité, avec la suppression du poste de Premier ministre, le président de la République s'est privé de fusibles et s'est privé également de boucliers. Donc, c'est lui-même qui reçoit toutes les conséquences liées à l'effervescence du champ politique et du champ social. Et de ce point de vue-là, le président de la République est dans une situation assez préoccupante parce qu'en réalité, il n'a pas cette posture de transcendance, cette posture d'élévation qui lui aurait permis, avec un Premier ministre, de pouvoir s'élever au-dessus de certaines contingences, mais la situation actuelle fait que tous les problèmes lui retombent dessus. Oui, et comment arbitrer la question de comment trancher les différents débats en cours aujourd'hui? Que vous inspire cette répartition de la richesse par rapport aux préoccupations auxquelles les Sénégalais sont aujourd'hui confrontés aujourd'hui, mais surtout cette question justement liée à la déclaration de patrimoine. Sur les 35 ministres, il y a un seul qui n'a pas encore fait de déclaration de patrimoine. Comment analysez-vous aussi cette problématique de l'heure? Oui, je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. D'abord, il faut dire que pour que la déclaration de patrimoine ait un sens, il faut une déclaration en entrant et une déclaration en sortant pour qu'on puisse apprécier l'évolution du patrimoine de la personne concernée. L'autre point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que on a dit qu'il y a un ministre qui manque à l'appel, mais le premier qui manque à l'appel, c'est le président de la République. Parce que l'article 37 de la Constitution est très clair là-dessus et il a l'obligation de donner le bon exemple. L'article 37, alinéa 1 de la Constitution dit « Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. » L'article 37, alinéa 3 ajoute « Le président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. » On ne saurait dire que c'est parce qu'il a fait une déclaration de patrimoine en 2012, avec toutes les vagues que cela avait soulevées, qu'il ne doit pas faire une déclaration en 2019. Le texte constitutionnel est très clair. Le président nouvellement élu, et c'est le cas qu'il a été nouvellement élu en 2019, cela est d'autant plus vrai qu'il a prêté serment en 2019 comme il a prêté serment en 2012. Donc, comme en 2012, il doit faire sa déclaration de patrimoine. Tout au contraire, les dispositions de l'article 37 sont violées. Rappelons que c'est le même article 37 qui contient le serment du président de la République en son alinéa 2, devant Dieu et devant la nation sénégalaise. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Cette question de déclaration de patrimoine sert à quoi finalement? Personnellement, j'ai presque envie de dire que ça ne sert à rien. Pour la bonne et simple raison que les déclarations de patrimoine ne sont pas publiées. En plus, il n'y a pas une déclaration en sortant pour apprécier l'évolution du patrimoine des personnes concernées. Et c'est comme si, voilà, la déclaration de patrimoine, c'était une sorte de faire-valoir, mais qu'en réalité, il n'y a pas une véritable volonté de procéder à des actes qui vont dans le sens d'assurer la redevabilité, la transparence et la gestion portée vers les préoccupations essentielles des Sénégalais. Est-ce une arme politique aux mains du prince?
Naturellement, oui, on peut avoir une lecture nuancée par rapport à cela, parce que les déclarations de patrimoine sont données à l'OFNAC, mais vous savez que l'OFNAC et en quelque sorte, l'OFNAC est placé pas sous l'autorité, mais en tout cas sous la tutelle de la présidence de la République. Et je crois que ce sont des choses qu'il faut rompre avec de telles pratiques. L'OFNAC, c'est une autorité administrative indépendante et qui doit pouvoir être libérée de cette tutelle de la présidence de la République. C'est comme le cas de la Sénat également. On n'a pas eu le temps d'en parler. Comment peut-on prendre, par exemple, le budget de la Sénat que l'on rattache au ministère de l'Intérieur, alors que la Sénat est censée contrôler le ministère de l'Intérieur? Il y a quelque part aussi une aberration, parce que la Sénat est une autorité, donc qui suppose des prérogatives. La Sénat est une autorité administrative qui suppose une capacité à s'administrer. Elle est aussi une autorité administrative indépendante, ce qui veut dire qu'elle ne doit être sous la coupole d'aucune autre institution. La Sénat, pour rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit de la Commission électorale nationale autonome. Alors, Maurice Soudieck-Dione, invité d'objection de ce dimanche, cela nous ramène justement à la question de la gouvernance. La gouvernance dans sa globalité sous Macky Sall, oui, qu'est-ce que cela traduit? La gouvernance sous le président Macky Sall, c'est des slogans, mais des slogans qui ne sont pas suivis d'effet. C'est des rapports qui sont de temps à autre sortis comme cela pour bluffer l'opinion, mais qu'en réalité, il n'y a aucune volonté sérieuse de lutter contre la corruption et de mettre en place un système de transparence dans la gestion des affaires publiques. Et il faut dire également que dans cette situation, les corps de contrôle qui sont entretenus par l'argent du contribuable, qui ne respectent pas l'obligation légale de déposer chaque année un rapport, là aussi cela pose des problèmes. Et c'est comme si en réalité on est dans un système où, en tout cas, un système où les corps de contrôle sont tombés en pamoison, sont neutralisés et ne jouent pas effectivement leur rôle, peut-être parce qu'on a perpétué un système clientéliste, un système fondé sur la prédation et la redistribution des ressources publiques sur une base politicienne. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que nous recevons Maurice Soudieck-Dione, il est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Maurice Soudieck-Dione, l'Afrique et les élections. Le Sénégal s'apprête à organiser des élections locales. On parle de report de ces élections locales, à tort ou à raison? Moi, je dirais que c'est toujours à tort que l'on reporte des élections, parce que le calendrier républicain, de mon point de vue, est sacré. Donc, il faut toujours un cas de force majeure véritablement constatable et constaté de façon objective avec l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse procéder à un report des élections. Cela est arrivé avec le report des élections locales de 2014 qui se sont tenues finalement en juin 2014. Voilà, parce qu'on voulait éviter qu'il y ait un chevauchement entre le second tour de la présidentielle et l'élection et les élections locales. Donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir une certaine tolérance lorsqu'il y a une situation de force majeure, mais encore une fois, le respect du calendrier électoral dans un pays qui se dit démocratique, c'est sacré et il faut qu'on respecte le calendrier électoral, d'autant plus que la plupart des mesures, des actes consistant à manipuler le processus électoral le sont sur la base de considérations politiciennes, sur la base de considérations électoralistes, sur la base de considérations relatives à la conservation du pouvoir. Car comme je le disais tantôt, il y a comme une sorte de pathologie endémique de la manipulation antidémocratique des règles du jeu et qui va avec une certaine sophistication constante
des stratégies. Oui, ce report est agité de part et d'autre. Il y a des positions contre et des positions pour, mais il y a aussi l'enjeu de ces élections locales. Si vous parlez de ces élections locales en perspective, ces élections qui sont prises très au sérieux, aussi bien par la majorité présidentielle comme par l'opposition, mais comme par la classe politique et la société civile. Aujourd'hui, Maurice Soudieck-Dione, quel est l'enjeu de ces élections locales à venir? Oui, les élections locales, c'est des élections extrêmement importantes parce que c'est des élections où véritablement on s'inscrit à la base, on est en rapport direct, en relation de proximité avec les populations, et c'est des élections également qui suscitent beaucoup de passion, d'investissement. Et beaucoup parlent de présidentielle anticipée. Je ne dirais pas que c'est une présidentielle anticipée, sauf que en 2009, par exemple, la victoire de l'opposition sur la plupart des villes importantes du pays préfigurait quelque part la défaite de Maître Wade en 2012. Mais je crois que toute proportion gardée, il faut tempérer cette hypothèse et voir qu'en réalité, Benno Bokk Yakaar détient encore une bonne partie des collectivités territoriales, et il est plus prudent d'attendre pour voir comment ces élections-là vont se dérouler. Oui, comment ces élections vont se dérouler, pas seulement au Sénégal, mais également dans la sous-région. La grosse problématique, c'est la question liée au troisième mandat. Vous avez suivi la question en Guinée-Conakry. La question se fait jour également en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, entre-temps, justement, l'on est rattrapé par le coup d'État au Mali. Avant d'analyser le troisième mandat, à la fois en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, que vous inspire justement ce coup d'État intervenu au Mali? Oui, le coup d'État intervenu au Mali dans une situation politique confuse où le M5 organisait constamment des manifestations pour demander la démission du président Keïta. Mais en réalité, tant qu'on était dans cette hypothèse-là, la situation était assez délicate parce qu'on disait que c'est le peuple malien qui ne veut plus de son président. Or, le peuple est souverain en démocratie. Donc, dans ces conditions, comment régler la crise? Ça posait un réel problème, y compris pour la CEDEAO, d'intervenir sur cette base avec un mouvement qui se dit organiser des manifestations pacifiques du peuple malien qui demande en toute souveraineté la démission de son président pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire des raisons de malgouvernance et des raisons relatives à l'existence même de l'État avec la situation au nord et les conflits communautaires. Donc là, c'était une situation assez particulière. Et dès l'instant que l'armée entre dans le jeu, quelque part, ça fausse un peu le problème, parce que quand l'armée entre dans le jeu, même si elle semble être soutenue par une dynamique populaire en ce sens, la junte militaire n'a plus la légitimité politique suffisante qui va lui permettre de capter suffisamment de soutien au plan international, soutien politique et soutien financier et autres. Oui, parce que la junte fait face quand même à des menaces de sanctions internationales, comme celles brandies par la CEDEAO et l'Union africaine. Oui, c'est cela, parce qu'il y a un déficit de légitimité. On ne peut pas... il est difficile d'accepter un changement anticonstitutionnel. C'est de plus en plus réprouvé dans l'espace de la CEDEAO et un peu partout en Afrique. Donc ça pose un problème, c'est que lorsque l'armée se met en avant, tant que c'était le M5, c'était le peuple malien, et le peuple est souverain en démocratie, vous ne pouvez rien contre le peuple, mais quand maintenant c'est l'armée qui vient, qui est une institution qui doit être dévolue, soumise dans le cadre d'une république à l'autorité civile, cela pose un problème, et ce vice
substantielle qui est la prise de pouvoir des militaires, je crois, de mon point de vue, va être un facteur d'affaiblissement de la junte parce qu'encore une fois, ils vont avoir du mal à mobiliser tous les soutiens dont ils ont besoin pour mener à bien les réformes qu'il faut et faire face aux problèmes du Mali, sauf à collaborer avec la communauté internationale et à mettre en place un système de transition où les civils sont promus et où on est dans une sorte d'accommodement pour que la communauté internationale puisse accompagner le Mali. Autrement, c'est un pays qui risque de connaître des difficultés dirimantes. En attendant d'avoir des réponses précises sur la durée de la transition, de ce point de vue, oui, Maurice Soudieck-Dione, il y a la question du troisième mandat. En Guinée-Conakry comme en Côte d'Ivoire, deux pays fortement justement touchés par cette question. Il y a des conséquences qui sont en vue. Comment, en termes de perspective, analysez-vous la question du troisième mandat, à la fois en Guinée-Conakry comme en Côte d'Ivoire? En Guinée-Conakry comme en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a un problème de fond qui se pose parce que la limitation des mandats à deux, c'était une sorte d'institutionnalisation de l'alternance. Et comme on est dans des pays où la nature du pouvoir et la conception du pouvoir semble être contraire à cette institutionnalisation de l'alternance, on a des problèmes de ce point de vue-là. Et il est bien de noter également que la conception exclusive, jouissive et possessive du pouvoir fait qu'on finit par en être l'otage et que les pratiques que l'on déploie lorsqu'on est au pouvoir, et ces pratiques-là conditionnent et amènent les tenants du pouvoir à être prisonniers de l'appareil politique. Donc, finalement, je crois que le renforcement de la démocratie, des règles claires, des règles équitables de compétition politique, le partage des ressources, la transparence dans la gouvernance, je crois que ce sont des garanties qui peuvent permettre de mieux faire fonctionner cette règle de limitation des mandats à deux, qui est une forme d'institutionnalisation de l'alternance. Mais alors, en Côte d'Ivoire, justement, c'est également pas aisé de ce point de vue, avec ce que cela comporte comme danger, comme conséquence. Comment voyez-vous l'avenir de ces deux pays, en Côte d'Ivoire et en Guinée? En Côte d'Ivoire, la situation liée à la candidature, à la troisième candidature du président Ouattara peut naturellement mettre le feu aux poudres, mais quand on voit bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire depuis le coup d'État de 99, le coup d'État de Robert Gueye, c'est à peu près les mêmes stratégies politiques de fermeture du jeu et d'élimination d'adversaires qui se perpétue avec la question de l'ivoirité, ensuite l'exil du président Bédié, ensuite le président Ouattara qui a été également exclu, le président Gbagbo aujourd'hui qui ne peut pas rentrer, Guillaume Soro de même, Charles Blé Goudé de même. Donc on est dans des logiques de fermeture du jeu politique. Et quand on est dans des logiques de fermeture du jeu politique, toutes les forces politiques ne sont pas représentées. Et toutes les forces politiques n'étant pas représentées, cela pose un problème de légitimité et cela pose un problème de légitimité et cela pose aussi un problème de démocratie parce que les forces exclues peuvent se sentir frustrées et tenter d'autres voies comme la violence, comme cela a été le cas avec la crise douloureuse de 2010 en Côte d'Ivoire. Alors Maurice Soudieck-Dione, dites-nous, le président Macky Sall a été reçu par le président français Emmanuel Macron après ses retours de Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire d'être reçu. Justement, cela vous inspire quoi? Notre rapport, le rapport avec la France aujourd'hui vous indique quoi comme lecture par rapport justement à ces deux audiences, celle accordée au président Sall et ensuite au président Ouattara, dans un contexte pareil, le contexte dans lequel nous sommes?
Oui, je crois que il est normal qu'il y ait des relations entre la France et le Sénégal parce que il y a des liens historiques, des liens politiques qui l'expliquent. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons évoluer vers une sorte de partenariat gagnant-gagnant avec la France où chaque pays affirme son égale dignité par rapport à l'autre et où on met en place des mécanismes d'une coopération fructueuse qui profite à nos deux pays. Parce que souvent, on dit que oui, les Occidentaux recherchent leurs intérêts, mais c'est peut-être parce que leurs dirigeants savent pourquoi ils ont été élus. C'est peut-être nos dirigeants qui ne savent pas pourquoi ils ont été élus. Et c'est de ce point de vue-là qu'il y a un travail à faire par rapport au patriotisme, par rapport à l'engagement et par rapport aussi à une certaine volonté et à un certain courage politique pour recentrer les préoccupations du peuple au cœur de l'action publique et politique. Alassane Dramane Ouattara, reçu par Emmanuel Macron après la proclamation de sa candidature à la prochaine présidentielle. Quelle symbolique donner à une telle audience dans un contexte de proclamation d'une troisième candidature dans une élection présidentielle? Oui, c'est-à-dire sans connaître, sans être dans le secret des dieux quant à savoir ce que les deux chefs d'État se sont dit, mais en tout cas sur le plan sémiologique, sur le plan symbolique, c'est comme une caution, comme une bénédiction. Encore une fois, du point de vue symbolique, du point de vue sémiologique. Parce que si, par exemple, le président Macron avait refusé de le recevoir, ça aurait pu avoir on pourrait en faire une autre lecture et cela aurait pu avoir une autre signification. Mais le recevoir le président Ouattara dans ce contexte-là, sur le plan symbolique, encore une fois, sur le plan sémiologique, cela peut être apparenté à une caution, à une garantie qui lui est accordée. Le sujet fait débat aussi au Sénégal. Quelle réflexion, la question du troisième mandat? Oui, la question du troisième mandat, je crois que au Sénégal, la Constitution a réglé le problème. La Constitution du 22 janvier 2001 déjà fixait le nombre de mandats à 2. Et il faut préciser que le problème juridique sous le président Wade n'était pas de savoir s'il pouvait faire 3 mandats. Non, c'était de savoir si le mandat obtenu sous l'empire de la Constitution du 7 mars 1963 devait être comptabilisé ou pas. Or, aujourd'hui, avec la nouvelle rédaction de l'article 27 de la Constitution qui dispose la durée du mandat du président de la République est de 5 ans, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le texte constitutionnel est très clair. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cela veut dire que ce n'est plus le mandat qui est visé, mais c'est le titulaire du mandat qui est visé. Et nul ne peut douter que c'est le président Macky Sall qui a été élu pour 2012-2019 et réélu pour 2019-2024. Et nul ne peut douter également que 2012-2019 et 2019-2024 sont des mandats qui sont consécutifs, sauf à pouvoir déplacer les années dans le temps, ce qui relève d'une impossibilité absolue. Alors, une dernière question, toujours en parlant de politique au Sénégal, avec le clan Omar Sarr et autres qui ont créé un parti parce qu'ils sont sortis du Parti démocratique sénégalais. Omar Sarr de déclarer qu'en créant notre parti, nous ne faisons pas du PDS notre ennemi. Oui, ce parti créé par Omar Sarr et ses camarades, qu'est-ce que cela peut donner comme intérêt, comme enjeu et comme perspective? Oui, je crois que le groupe de Omar Sarr, Babacar Gueye et l'ancien ministre de la Justice, Maître Sall. Je crois que ce groupe-là, en se détachant du PDS, quelque part, s'est rapproché de la mouvance présidentielle. Et en se rapprochant de la mouvance présidentielle, je crois qu'ils sont dans une situation de proximité avec le pouvoir. Sauf que la stratégie du président Sall, c'est généralement
d'appâter ses adversaires, et une fois que vous êtes pris dans son escarcelle, eh bien, il ne vous donne pas grand-chose, ou alors il vous met à des positions périphériques, tout en sachant que vous ne pouvez pas être nuisible d'un point de vue oppositionnel. Donc, c'est un peu cela que cela m'inspire, et que c'est une situation qui relève, de mon point de vue, des stratégies du pouvoir en place visant à démanteler l'opposition, conformément à la déclaration du président Sall qui avait affirmé qu'il réduirait l'opposition à sa plus simple expression. Alors, il y a aussi la majorité présidentielle. Au sein de la majorité présidentielle, il y a le Parti socialiste. En perspective de ces prochaines élections, le PS se prépare. Alors, comment voyez-vous aussi l'avenir de ce parti ? Le PS se prépare. Je crois que le PS doit organiser un congrès pour désigner un premier secrétaire. Et je crois que tout va dépendre de comment le PS va franchir cette phase de transition qui va être cruciale pour son avenir politique. Mais pour le moment, je pense que le PS est encore arrimé à Benno Bokk Yakaar, et que certainement que dans les élections locales à venir, les réglages, les négociations et les investitures vont se faire dans le cadre de cette coalition qui est Benno Bokk Yakaar. Alors, et à laquelle le PS appartient. Le cas Khalifa Sall au Parti socialiste, et par rapport au cas Khalifa Sall, il y a aussi le cas Karim Wade dans le Parti démocratique sénégalais. Deux trajectoires opposées ou... Oui, c'est des trajectoires qui sont d'abord, disons, similaires, parce que tous les deux ont été condamnés et tous les deux sont aujourd'hui confrontés à cette difficulté de leur éligibilité, puisqu'ils ont perdu leurs droits civiques. Ça, c'est une question majeure qui regroupe ces deux personnalités politiques. Maintenant, le PDS est naturellement préoccupé par des questions politiques légitimes liées au sort de Karim Wade, qui a été condamné par une juridiction d'exception avec une floraison de violations de ses droits et libertés. Et je crois qu'au-delà du PDS, c'est aussi un problème relatif à l'état de droit, c'est-à-dire un état qui seul garantit la liberté et la sécurité des citoyens, quelles que soient leurs conditions, leur statut ou leur situation. Et je crois que cela est important, parce qu'au-delà du cas Karim Wade, c'est une question qui concerne tout le Sénégal, parce que c'est une question d'état de droit et c'est une question de principe. Pour le cas de Khalifa Ababacar Sall également, il est dans une situation difficile liée à la perte de ses droits civique, et donc il est un peu quelque part politiquement neutralisé pour le moment. Est-ce que le dialogue politique va permettre de désamorcer ces situations assez complexes pour trouver une solution permettant à ces acteurs politiques de revenir au devant de la scène? Eh bien, wait and see. Wait and see, dites-vous. Alors, les questions d'ordre social, comme les questions d'ordre économique, comme les questions d'ordre politique, où se situe la priorité de l'heure? Maurice Soudieck-Dione, c'est la dernière question. Oui, je crois que c'est des questions qu'on ne peut pas séparer. Je crois qu'aujourd'hui, il est judicieux que l'on règle les questions politiques relatives à la conquête et à l'exercice du pouvoir, et que l'exercice du pouvoir en lui-même soit porté, soit nourri, entretenu par l'intérêt général, par la réalisation du bien-être matériel et moral des Sénégalais. Et comment le traduire dans la réalité, l'intérêt général? Oui, l'intérêt général, il faut le traduire par cette pression populaire, cet engagement également des acteurs du jeu politique. Regardez ce qui se passe par exemple avec la montée des activistes. Cela traduit un malaise. Ça veut dire que les préoccupations du peuple ne sont pas forcément prises en charge par les partis traditionnels.
Et tout cela, je crois, nous amène à une réflexion de fond sur notre démocratie. Et c'est de ce point de vue que je parlais à l'entame de mon propos de carence, de défaillance de la démocratie sénégalaise au niveau de la régulation normative et au niveau de la régulation discursive. Régulation normative par rapport à la capacité d'édiction de règles équitables de la compétition politique et de la régulation discursive par rapport à la confrontation d'idées et d'idéaux qui vont permettre de trouver les solutions effectives et efficaces qui vont dans le sens de réaliser l'intérêt général. Ainsi, la voie tracée, la voie à suivre, ça a été encore une fois un plaisir de le recevoir à l'émission Objection. Je rappelle qu'il s'agissait de Maurice Soudieck Dione, qui est docteur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Monsieur Dione, merci encore une fois. Merci beaucoup, Bayoumar, et merci également à tous les auditeurs de Sud FM Sen Radio. Mesdames, Messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Place à Maodo Faye et son invité. Au revoir et à dimanche prochain.